Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Delphine Follier pour une interview ultra inspirante sur le leadership. Delphine est coach spécialisée dans le développement du leadership et justement, je lui ai posé tout un ensemble de questions, mais pour qu'elle t'aide, toi, à développer ton leadership au travail, et je peux t'assurer qu'elle délivre tout un ensemble de pépites à ne pas louper. Donc, écoute bien l'interview jusqu'au bout. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire si elle t'a plu ou pas. Et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Delphine, je te remercie infiniment d'avoir accepté du coup mon invitation pour cet épisode de podcast, pour ce moment qu'on va passer ensemble autour du leadership. Je suis ravie de t'accueillir ici parce que je sais que tu auras plein de choses à nous partager sur ce sujet. Alors pour celles et ceux qui te connaissent pas, j'aimerais d'abord que tu commences par te présenter au niveau de ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet. Oui, merci Elodie et merci à toi de m'accueillir sur ce podcast Feedback que j'ai beaucoup de plaisir à écouter aussi sur mon temps libre quand je cuisine. Alors, pour répondre à ta question sur qui suis-je, mon parcours, donc je suis Delphine Follier, je suis la fondatrice et la directrice de l'École du Leadership. C'est un organisme de formation qui est dédié aux femmes qui souhaitent développer leur leadership, leur confiance en soi, leur posture de communication et aussi beaucoup l'intelligence émotionnelle. Moi, je m'intéresse beaucoup au leadership, en fait, depuis que j'ai été moi-même à des postes de direction. Avant de créer l'école du leadership, je vivais au Canada, à Montréal, où j'ai occupé notamment un poste de direction dans une entreprise où il y avait une dizaine de salariés. Et au fur et à mesure que ce projet entrepreneurial se développait, on était dans l'événementiel de grande envergure et le média d'information en ligne. Eh bien, au fur et à mesure, en fait, que le chiffre d'affaires se développait, que l'équipe se développait, j'ai ressenti moi-même, à certains moments, un manque de confiance en moi. Je me demandais, est-ce que je suis une bonne directrice? Est-ce que je suis assez ci ou assez ça? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais de bien? Et finalement, j'ai eu la chance d'être moi-même accompagnée, mentorée, coachée autour de mon leadership. Et je te dirais, Elodie, que ça m'a énormément aidée, comment dire, à m'asseoir dans ma chaise ou à enfiler les bonnes chaussures et en tout cas enfiler mes chaussures à moi et pas celles que je croyais qu'il fallait incarner quand on occupe un poste de direction. Ça m'a beaucoup libérée. J'ai eu beaucoup plus de fun et de plaisir dans mes fonctions. Et lorsque je suis revenue vivre en France il y a maintenant 2 ans, j'avais vraiment à cœur le goût en fait de transmettre à d'autres femmes que de se bâtir sa vie professionnelle comme on l'entend, comme on le souhaite. C'est possible. Ça demande un peu de boulot, mais c'est vraiment possible. Ah, j'adore ton parcours. Alors moi, je savais que tu avais vécu au Canada, mais je connaissais pas un peu toutes les coulisses, etc. Et je pense qu'on va revenir sur ton expérience au Canada un petit peu après, parce que je suis sûre que tu auras aussi plein de choses à partager là-dessus, par rapport aux différences un peu entre l'Europe et le Canada. Tu as commencé à aller un peu sur ce terrain-là dans ta présentation. Quelles sont un peu les idées reçues sur le leadership, notamment quand on est une femme? Mais oui, je dirais en fait qu'il y a plusieurs idées reçues sur le leadership que moi j'entends régulièrement. Et tu viens d'ouvrir la porte là sur le leadership des femmes. Je dirais que la première idée reçue, je crois que c'est celle de il y aurait un leadership masculin versus un leadership féminin. C'est quelque chose personnellement auquel je ne crois pas. C'est quelque chose auquel je ne crois pas et pour lesquels j'ai toujours un petit drapeau, un petit flag rouge qui s'allume quand on me parle du leadership féminin ou masculin, parce que c'est comme si on voulait genrer finalement des comportements. Et ça me dérange parce que je crois que dans le leadership, par exemple, c'est lié à la prise de décision, au courage, à la façon dont on va développer ses habiletés comportementales. Et je ne suis pas sûre que quand il s'agit de prendre une décision, quand il s'agit d'avoir une discussion courageuse peut-être avec un collaborateur, je ne suis pas sûre que le fait d'être un homme ou une femme nous différencie tant que ça dans le passage à l'acte. En revanche, je crois que en fonction de notre expérience personnelle et professionnelle et
au regard de la société dans laquelle on évolue, qui est une société qui est basée sur le patriarcat, les femmes et les hommes développent des comportements qui peuvent être genrés, notamment par l'expérience. Par exemple, les femmes sont beaucoup plus tournées vers le care, le prendre soin. Donc, on dit qu'elles développent des capacités d'écoute et d'empathie peut-être plus fortes. Néanmoins, je trouve que c'est toujours délicat de dire, tiens, toutes les femmes seraient empathiques, puis les hommes manqueraient d'empathie. Je pense que c'est vraiment faux, en tout cas. Et je crois que dans une société, en tout cas à laquelle moi je crois, qui est une société égalitaire, inclusive, diversifiée et durable, de casser je sais pas, ce mythe, ou en tout cas ces stéréotypes du leadership masculin ou féminin, ça fait du bien. Tu vas clairement à contre-courant de ce qu'on lit souvent, notamment sur LinkedIn, parce que il y a beaucoup de personnes qui différencient effectivement les deux. Et t'es l'une des rares, je pense, que j'entends prendre position dans ce sens-là, comme quoi il n'y a pas forcément autant de différence. Et effectivement, il y a des hommes empathiques et des femmes qui ne le sont pas du tout, hein. Absolument. On en a toutes et tous rencontrés dans notre expérience professionnelle, et clairement, ça n'a aucun rapport avec le genre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois en fait que c'est important de ne pas nous mettre nous-mêmes dans des cases, en fait. Je crois que c'est surtout ça qui me gêne par rapport à cette différenciation entre féminin, masculin. Je souhaite une société des êtres humains plus libres. Et donc, je crois qu'on peut tous s'autoriser, qu'on soit homme ou femme. Et c'est drôle parce que finalement, moi, dans l'école du leadership, j'accompagne quasiment exclusivement des femmes. Donc, on me dit, ah oui, mais alors tu ne crois pas au leadership masculin et féminin, pourtant tu fais des formations et des accompagnements pour les femmes. Mais je pense qu'il y a une différence entre le leadership féminin qu'on oppose au leadership masculin et le leadership pour les femmes, où finalement, là, moi, je crée des groupes de formation, d'échange entre femmes, parce que quand tu es dans un entre-soi, entre femmes en tout cas, je crois que ça libère la parole, ça crée un espace de sécurité, de confidentialité, de confiance qu'on n'a pas toujours en mixité. Mais je crois aussi tout à fait que les formations en mixité autour du leadership sont inspirantes et éclairantes à bien des égards, mais je trouve que c'est intéressant aussi de créer d'autres espaces pour faire émerger d'autres choses dans la prise de parole. Ouais, c'est intéressant de bien différencier les deux, effectivement. Et est-ce que, du coup, tu as l'impression qu'il y a, parmi les femmes, est-ce qu'il y a des idées reçues sur le fait que... moi, c'est en tout cas l'impression que j'ai, comme quoi, quand on est une femme, c'est plus difficile d'être leader, comme quoi, c'est plus difficile de s'affirmer. Tout devient plus difficile, j'ai l'impression, dès qu'on est une femme, on n'ose pas forcément. C'est peut-être pas forcément que c'est plus difficile, c'est qu'on n'ose pas forcément y aller et tenter. Est-ce que tu constates aussi ce genre d'idées reçues? Est-ce qu'il y en a d'autres par rapport au cercle que tu as déjà animé par rapport à ça? Mais ce que je vois aussi souvent, c'est un a priori sur le leadership, comme quoi le leadership serait réservé aux managers, aux patrons, aux boss, aux personnes finalement qui ont une posture hiérarchique dans l'entreprise. Et à mon sens, c'est dommage en tout cas de cantonner le leadership à ces fonctions-là. Pour moi, le leadership, d'abord, tout le monde en a. Tout le monde peut exploiter et développer son leadership s'il en a le souhait, s'il en a l'envie. Le leadership, pour moi, c'est vraiment une posture. C'est une posture de vie. C'est la façon peut-être dont on considère la vie en général. C'est presque une philosophie pour moi, le leadership. Et je crois que finalement, à tous les niveaux, en fait, peu importe son âge, peu importe son niveau de responsabilité dans l'entreprise, on peut faire preuve de leadership. Et je crois que de travailler avec un collègue, une collègue qui à développer ses capacités comportementales dans la façon de s'exprimer, dans la façon de donner confiance et d'accorder sa confiance, c'est très agréable. Et de travailler avec des homologues qui sont, on va dire, au même niveau hiérarchique que nous, mais qui ont développé leur leadership, je crois que c'est vraiment canon, en fait. Ça rend les relations humaines, les relations interpersonnelles en entreprise beaucoup plus, je trouve, sereines et impactantes. Voilà, j'ai envie vraiment à chaque fois d'ouvrir, en tout cas, la fenêtre du leadership en tendant le message à tout le monde, en disant mais non, tout le monde a du leadership. Ne crois pas que tu n'en as pas. Ne crois pas que parce que tu n'as jamais dirigé ou que tu n'as pas de personnes sous ta responsabilité, tu n'en as pas. Et souvent, pour faire émerger ces petites prises de conscience, j'aime bien interroger les personnes que je rencontre à cet égard-là en disant mais dans ta vie, as-tu déjà pris une décision qui a eu un impact significatif dans ta vie? Et la plupart des personnes me disent « Ah oui, c'est vrai ». Puis ça peut être un déménagement.
un choix d'études, un voyage. Il faut vraiment ouvrir les horizons finalement sur les petites prises de décision qu'on a faites dans notre vie et qui nous ont conduits sur un chemin ou un autre. Il y a bien un moment où chacun s'est retrouvé un peu à la croisée des chemins, où il fallait décider de quelque chose et probablement que ces personnes ont été capables de décider. Et l'acte de décision, c'est un grand pilier du leadership. Donc, c'est comme si à chaque fois, j'ai envie de montrer que les petites graines, elles sont là. Les petites graines du leadership. Ensuite, après, tout l'enjeu, si on le souhaite évidemment, c'est d'arroser ces petites graines et de les faire germer, les faire développer et les faire croître si on le souhaite. J'adore ton image, effectivement. Donc, t'as spoilé ma prochaine question, mais du coup, j'en ai une autre qui est arrivée au milieu, c'est pas grave. Mais effectivement, on a croisé forcément dans son expérience professionnelle des gens qui étaient pas forcément managers, qui étaient dans notre équipe, mais qui ont su montrer du leadership à certains moments. Donc, ça montre bien qu'effectivement, le leadership n'est pas forcément lié à des fonctions hiérarchiques, mais juste à des prises de position, au fait de fédérer derrière soi, etc., etc. Alors du coup, j'allais te demander, est-ce que tout le monde peut avoir du leadership? Mais t'as spoilé la réponse. Je crois que tout le monde a compris quelle était ton opinion là-dessus. Mais je veux bien revenir là-dessus, vas-y. Élodie. Ce que j'entends aussi régulièrement, en tout cas quand j'échange avec les groupes de personnes, c'est « Mais Delphine, est-ce que tu penses que le leadership, c'est pas un peu inné ?» Et cet inné ou acquis revient souvent autour de la question du leadership, comme si des personnes finalement naissaient avec des habiletés de leadership. Alors moi, ce que j'aime répondre en tout cas, c'est que probablement qu'en tout cas, il y a des personnes qui grandissent avec des facilités, des capacités comportementales qui sont en lien avec le leadership. Par exemple, un enfant qui va grandir avec des parents et un encadrement peut-être scolaire, éducationnel, très renforcement positif, avec une grande confiance, etc., c'est peut-être des personnes qui vont plus tard agir en effet avec une sorte de sécurité intérieure et la confiance est aussi un pilier du leadership. Il y a aussi des personnes dès la plus tendre enfance qui ont des habiletés de communication qui sont plus développées que d'autres. Il y a des personnes des enfants qui ont moins, qui ont moins peur de parler en public, puis il y en a qui sont plus timides, plus réservés. Ok. Mais si on se disait, le leadership, c'est inné, terminé, on arrête le podcast aussi ici, parce que à quoi ça sert finalement d'en parler si c'est foutu dès la naissance, quoi. Donc, non, toutes ces habiletés comportementales, elles se travaillent, elles se développent, elles peuvent s'acquérir. Et heureusement, c'est ça quand même qui fait que l'être humain est un être humain apprenant, en fait. Et donc, dans cette volonté d'apprentissage, je crois que c'est là que se trouve la clé du leadership pour chacun. Alors, même si on n'a pas des facilités de communication, même si on n'aime pas forcément prendre la parole en public, mais qu'on le souhaite, on peut travailler sur sa prise de parole en public, sa prise de parole lors de réunions d'équipe. Il existe des accompagnements de coaching autour de ça, il existe des formations, il existe tout un tas, en tout cas, de méthodes et de moyens et de ressources pour y arriver si on en a à nouveau la volonté. Ouais, je te rejoins complètement. Heureusement que c'est pas inné, que c'est pas blanc ou noir dès la naissance. Je fais souvent le parallèle avec le management. Il y en a qui disent que le management c'est inné. Non, moi je reste convaincue aussi que ça s'apprend. Il y a des personnes qui ont peut-être des facilités, mais ça sert à rien de se dire qu'on a forcément des portes fermées sur ces sujets-là. Si on a l'envie et qu'on se donne les moyens, on peut y arriver. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, tu nous as dit... Pour l'instant, tu nous as cité 2 piliers du leadership. Tu nous as cité la confiance en soi et la prise de décision, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Alors oui, en effet, donc confiance en soi. Et en fait, je dirais peut-être plus que confiance en soi, c'est la confiance tout court. La confiance, évidemment, en soi, mais la confiance en les autres, la confiance peut-être dans le monde dans lequel on est, même si c'est un monde qui peut paraître difficile et incertain à bien des égards. Mais je crois vraiment que cet aspect confiance est beaucoup plus grand que la simple confiance en soi. On a parlé de la prise de décision qui, pour moi, raccroche au pilier finalement du courage. C'est vraiment plus peut-être que la prise de décision, c'est vraiment le courage qui est un pilier du leadership. Et j'aime bien en citer aussi trois autres. Le premier, c'est la vision. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Élodie. Complètement d'accord. Oui. La vision en leadership, c'est central. Pourquoi ? Parce que la vision, c'est ce qui permet de nous projeter, en fait, de nous projeter vers ce qu'on aimerait voir dans notre vie, en fait. Donc, ça
La vision, ça nous permet en fait de nous interroger sur qu'est-ce qu'on voudrait finalement créer dans notre vie, où est-ce qu'on se voit dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Je sais que parfois c'est un peu effrayant pour des personnes quand je leur demande mais comment tu te vois dans 10 ans? On n'est pas obligé non plus d'avoir une vision comme ça, une sorte de long terme. On peut très bien se dire mais l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe dans ma vie? Et cette vision-là, elle nous permet souvent de passer ensuite à l'action, hein. C'est ça qui est intéressant aussi dans la vision, c'est qu'une fois qu'on s'est dit, ben tiens, moi l'année prochaine, j'aimerais demander une augmentation de salaire, j'aimerais me mettre à mon compte, j'aimerais faire du sport tous les jours. Ben, c'est comment est-ce qu'on fait atterrir ça dans un échéancier, dans un agenda et surtout dans des petits pas, hein. Quel est le premier pas que je peux faire pour atteindre cet objectif? Donc, on transforme finalement la vision en objectif très concret et très quotidien, hein, évidemment. C'est la théorie des petits pas, c'est on avance doucement vers son objectif. Donc, ouais, le grand pilier de la vision, là, je dirais que c'est central et c'est pas toujours évident de travailler dessus. Je crois aussi ce qui est intéressant en fait dans la vision, et ça j'aime bien challenger les personnes là-dessus, c'est que souvent derrière notre vision, il y a quelque chose de plus grand aussi. Il y a peut-être la vision du monde que l'on a. Et donc c'est peut-être pas toujours aller réfléchir sur notre vision très terre à terre dans notre quotidien, mais c'est vraiment comment j'ai envie d'incarner avec des valeurs, avec des façons de faire, des façons d'être, comment j'ai envie d'incarner cette vision dans le monde dans lequel on vit. Ça te parle, ça, Élodie? Mais complètement. T'as dû me voir bouger peut-être. Ouais. Alors, les auditeurs peuvent pas nous voir, mais quand t'as commencé à parler d'une vision beaucoup plus large, là, j'ai eu un grand sourire qui est apparu, je crois, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Je cite souvent un exemple. Moi, j'aime beaucoup parler du management bienveillant, de certaines valeurs de respect, d'échange, de communication, etc. Et souvent, des personnes me disent, non, mais attends, moi, je suis dans un environnement, ça ne s'y prête pas, j'ai du management toxique autour de moi, etc. Mais si c'est des valeurs vraiment ancrées en toi et que tu veux vraiment commencer à changer les choses, effectivement, ça va au-delà de l'action ou l'objectif très terre-à-terre et très opérationnel que tu vas mettre en place durant l'année. Ça va guider tout un ensemble de comportements chez toi et de diffusion auprès des autres, des valeurs dans lesquelles tu vas t'ancrer, etc. Donc, la vision peut être très, opérationnelle, mais j'aime bien dire qu'il y a une vision beaucoup plus large, une vision de la vie, juste une vision de la vie en communauté, une vision de notre environnement, même juste sociétal, et pas juste au travail. Et c'est censé se diffuser dans toutes nos sphères de vie. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que la vision est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Mmh. Ouais, et je trouve que c'est ça qui est très moteur en fait aussi dans la vie quand on se lève le matin et que parfois on manque un peu d'enthousiasme, on est stressé, on a l'impression de trébucher, de se reconnecter finalement à quelle vision on porte et notamment dans l'entrepreneuriat, hein. Toi et moi, on est à notre compte, donc ça demande, je pense, peut-être encore plus de motivation à tous les jours pour construire sa route et de se raccrocher régulièrement à voilà, qu'est-ce que je vois au-delà de mon entreprise, au-delà du développement auprès de mes clients, de mes clientes, au-delà de mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que j'incarne derrière tout ça? Moi, je trouve que c'est ça qui est très, très motivant et c'est ce que j'essaye, en tout cas, au mieux que je peux d'incarner dans l'école du leadership. Ah ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour celles qui travaillent en entreprise et qui nous écoutent, c'est tout à fait possible, même si on n'est pas entrepreneur, de le mettre en place. Moi, ce qui m'a guidée pendant des années quand j'étais manager et directrice générale dans mon ancienne entreprise, c'était je voulais vraiment faire grandir les autres, les faire évoluer, les faire se développer par de l'acquisition de connaissances, mais aussi par le fait de s'affirmer, une confiance en soi, une confiance en les autres, etc. Et c'était vraiment ça qui me guidait chaque matin. C'était de me dire, comment je vais pouvoir aider les personnes autour de moi à mieux communiquer avec les autres, à prendre confiance en elles, à assumer leur rôle de manager, etc. Et ça m'a porté pendant des années. Donc, même si on est en entreprise, on peut avoir une vision beaucoup plus large que ces missions quotidiennes qu'on peut avoir. Et je pense qu'on peut la porter, cette vision, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Elle va prendre des tonalités un peu différentes, mais les deux sont importantes. Et d'ailleurs, moi, c'est le premier exercice que je fais faire dans ma formation Manager 360, c'est on travaille sa vision, très clairement, et on la décline dans plusieurs thématiques, mais la vision est centrale pour assumer son leadership et manager au mieux ses équipes, complètement.
Oui, tout à fait, hein. Vraiment, je peux que faire des plus, plus, plus et des pouces levés sur tout ce que tu partages, Élodie. Puis, en t'écoutant, je me disais: «Oh, bah, les gens qui ont travaillé avec toi et je pense qu'ils avaient tellement de chance d'avoir une manager, aussi, canon que toi probablement dans la façon dont tu vois, en tout cas le rôle que tu avais, les fonctions que tu incarnais». Donc, voilà, et de travailler avec des gens, qui ont réfléchi à ça, je trouve que c'est vraiment très enthousiasmant. Ouais, ouais, on peut faire des cadeaux à d'autres personnes par rapport à ça. Et moi, je pense à des personnes en particulier, ouais, où je sais que ça a été très fort pour elles dans le développement de leur personne, le fait de travailler avec moi. Et tout le monde peut le faire, tout le monde peut décider de l'impact qu'on peut donner aux autres. Donc, faut juste prendre le temps de réfléchir à ça. Faut juste se poser 5 minutes. Bon, un peu plus que 5 minutes. Faut juste se poser un peu et réfléchir par rapport à tout Ouais. ça. Au niveau du leadership, du coup, ok, on parle entre nous, on est dans des termes très théoriques, entre guillemets. Mais alors, du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut développer son leadership? Est-ce que, par exemple, il y a un exercice que tu adores faire avec les personnes que tu accompagnes et qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent? Alors, c'est sûr qu'on peut développer son leadership, hein. Tu le sais, on l'a déjà dit depuis le début de l'enregistrement. Évidemment que ces compétences comportementales, elles peuvent se travailler. Si, je dirais en fait peut-être que pour développer son leadership, le premier postulat de départ, c'est de se dire qu'on en a vraiment envie. Je crois qu'il y a une sorte en fait d'engagement vraiment personnel, moral, qui est une clé en tout cas pour se développer, on va dire, personnellement, professionnellement. Donc vraiment de réfléchir sur qu'est-ce qui vous motive profondément dans cette envie peut-être de grandir, d'avancer et d'aller chercher vraiment intrinsèquement qu'est-ce que ça va vous apporter d'évoluer, de changer certaines, façons de faire que vous avez. Ça, c'est vraiment la clé, une première remise en question, finalement, un questionnement sur soi-même. Qu'est-ce que je vais gagner en faisant évoluer, mon leadership? Et puis, je crois aussi qu'il y a quelque chose d'important, c'est finalement avoir le courage de l'introspection. Le leadership de soi, à mon sens, c'est un postulat de départ au leadership tout court. Hein. On l'a dit tout à l'heure, on a souvent tendance à associer leadership avec leadership de groupe, leadership d'équipe. Mais je crois vraiment qu'une personne qui est capable d'assumer son propre leadership, c'est d'abord une personne qui se connaît bien, qui a ouvert des fenêtres en elle pour aller observer qu'est-ce qui se passe de magnifique et aussi de difficile dans sa façon de faire, dans sa façon de procéder. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'aller se regarder, s'observer, de mieux comprendre quels sont ses points forts, ses zones, tu sais, ce qu'on appelle ça ses zones de génie, là où il est le meilleur, en tout cas, là où il donne le meilleur de ses compétences, le meilleur de son savoir-être. Et puis, là où ça vient gratter, hein, les petits bobos, les petites démangeaisons et les petits points désagréables dans nos zones d'ombre, nos zones d'amélioration, etc. Donc voilà, d'avoir déjà, en fait, cette honnêteté, cette transparence par rapport à soi-même, c'est déjà un mouvement pour, on va dire, développer son leadership. Et puis ensuite, je dirais que le leadership, tu sais, Élodie, hein, je trouve que c'est en fait un mot qui est très vaste. On peut y mettre plein de choses à l'intérieur. Donc, je crois que c'est aussi s'interroger sur soi-même, sur ben, finalement, qu'est-ce que j'ai réellement envie de développer, hein? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui me manque pour finalement déployer mon leadership? Est-ce que je veux apprendre à développer mes capacités à motiver, à mobiliser une équipe? Ou est-ce que je veux gagner en confiance en moi pour parler avec plus d'assurance? Est-ce que je veux apprendre à mieux communiquer avec assertivité pour avoir un impact plus pertinent envers moi-même et auprès des autres? Est-ce que j'ai envie de développer ma prise de parole en public et ma gestion du stress autour de ça? Hein, il y a vraiment plein de possibilités de développer son leadership. Et je crois en fait qu'il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois. On choisit un axe de développement, on sait ce qui va nous apporter, qu'est-ce que ça va créer pour nous-mêmes et dans notre entourage, l'impact que ça va avoir. Et puis ensuite, ben, il y a plein de façons hein, de le développer. Déjà, on peut lire plein de bouquins, il y a des blogs, il y a des sites internet qui vont parler de ces aspects-là. On peut regarder des chaînes YouTube, on peut écouter le podcast Feedback de Élodie aussi. Et puis après, si on a envie peut-être
d'être encore plus dans l'action, c'est bien, moi, je pense, de se faire accompagner, que ce soit en coaching individuel, que ce soit en formation collective, etc. Il y a vraiment plein de façons, en tout cas, d'y aller. Mais le mot-clé de tout ça, pour moi, finalement, c'est action. Et là, je les dessinerai avec un grand A et plein de majuscules. Action, action, action. Le leadership n'a du sens et ne s'expérimente que dans l'action quotidienne. Donc, c'est je teste, j'analyse ce qui s'est bien passé, moins bien passé, et je réajuste et je réitère. C'est vraiment, vraiment toujours ça. C'est comme la confiance en soi. Moi, j'entends souvent des personnes que j'accompagne qui ont ce postulat de dire je demanderai une augmentation de salaire ou je prendrai ce poste-là quand j'aurai confiance en moi. Non, c'est l'inverse, ok? Tu vas pas développer ta confiance en toi en restant sur ta chaise, sur ton canapé ou derrière ton ordinateur. Tu vas développer ta confiance en toi en passant à l'action, en osant, en ayant un peu d'audace, en fait. Et cette audace-là, elle est pas forcément, il faut pas forcément faire 10 000 pas pour avoir de l'audace. Le premier pas qui te permet de sortir légèrement de ta zone de confort, c'est un premier pas d'audace. Bravo à toi, tu as osé. Et c'est comme ça que le leadership et la confiance en soi, à mon sens, en tout cas, se développent et se construisent. Donc, action, audace et go for it, quoi. Voilà. Ouais, je te rejoins complètement. Il faut oser se challenger. Et c'est effectivement des petites actions au quotidien où faire preuve de courage, oser y aller. Peut-être qu'on va se planter, mais c'est pas grave. Au moins, on aura tenté, on va expérimenter des choses, corriger, etc. Mais effectivement, faut juste passer à l'action et oser. Moi, en tout cas, j'ai senti la différence de mon côté dans mon leadership dès que j'ai osé faire des choses un peu différentes et que j'ai osé m'écouter dans ce que je voulais vraiment faire, transmettre, animer, etc. Donc, je te rejoins complètement sur le passage à l'action, un action avec un grand A. Et c'est valable pour plein de choses. De toute façon, dans la vie, il faut pas effectivement rester passif face à ça et subir son quotidien. Le but, c'est vraiment d'être actif et proactif là-dedans, complètement. Il y a toujours, en fait, évidemment, on évolue dans un monde dans lequel il y a des contraintes, il y a des barrières, il y a des lois, il y a des cadres, il y a des règles, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, etc. Mais c'est dans ce périmètre-là. Comment est-ce que toi, tu peux te mettre le maximum aux commandes de ta propre vie, de ton propre chemin, en fait. C'est pas se dire, ah bah oui, le leadership, c'est fonter tous azimuts, et puis je m'en fiche des autres. C'est comment, non, au contraire, composer avec ce qu'il y a autour de toi, ce qu'il y a en toi, éventuellement tes casseroles et que tu te trimbales, mais c'est comment en fait tout ça tu le mets en action pour te sentir finalement, c'est ça, actrice, acteur de ta vie. Et je trouve que ça c'est très énergisant de se poser ces questions-là, et notamment quand les choses ne vont pas bien, parce que le leadership, quand tout va bien, c'est facile, mais le leadership, il s'expérimente beaucoup quand les choses vont un peu plus en turbulence, que ce soit par rapport à soi-même, quand on hésite un peu, quand on se sent flottant, etc., ou par rapport à une situation de collaboration avec des collègues, avec son équipe, avec des collaborateurs, des clients, des fournisseurs. Quand les choses sont plus difficiles, c'est là, en fait, comment est-ce que j'ai envie de créer la relation humaine, comment est-ce que je peux me comporter face aux obstacles, etc. Et je trouve que c'est là, en fait, en général, où on va le plus expérimenter son leadership, c'est quand c'est le bazar. Quand c'est la tempête, c'est pas en mer calme. C'est vraiment quand c'est la tempête et l'ouragan, effectivement, c'est là où il faut prendre des décisions, où c'est pas confortable, où on risque de se planter. Et non, c'est vraiment dans ces moments-là où effectivement le leadership peut se développer, s'affirmer, etc. Complètement d'accord là-dessus. Ouais, et puis quand tu te raccroches à ta vision par rapport à ça et quand au pilier aussi du courage, oui, tu as peut-être peur, puis tu sais pas forcément certaine que tu prennes les bonnes décisions, mais tu avances et tu fais des choix, tu tranches, tu essayes au mieux que tu peux, en tout cas, d'ordonner ce grand chaos. Et c'est ça, en fait, le leadership, c'est pas forcément réussir, les doigts dans le nez. C'est vraiment expérimenter, tâtonner, se remettre en question, mais surtout essayer de faire au mieux qu'on peut. Oui, et du moment qu'on est aligné avec notre vision, nos valeurs, etc., ça se passe forcément mieux. Même si on se trompe, c'est pas grave, on l'aura fait en accord avec tout ce qu'on pense, tout ce qu'on souhaite pour nous, notre équipe, notre environnement, etc. Donc, entièrement d'accord là-dessus.
Merci beaucoup Delphine pour tout ça, j'ai adoré là. Franchement, c'est un passage. Bon, de toute façon, depuis le début, je suis à fond, donc j'adore tout ce que tu transmets. J'adore. Oh, bah ça m'étonne pas qu'on soit un peu raccord là-dessus, Élodie. Je sais pas comment dire, Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'aimerais revenir sur ton expérience au Canada. Là, moi, je suis très curieuse là-dessus et j'ai pas souvent des invités qui ont eu ce genre d'expérience aussi, de vivre toute une vie professionnelle à l'étranger et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on sait que les mentalités sont très différentes. Et du coup, j'aimerais que tu nous partages ce que tu as pu remarquer de différent au niveau du leadership, du management entre le Canada et la France, parce que je suis sûre qu'il y en a plein. Voilà, si tu peux nous citer peut-être 2, 3 exemples par rapport à ça. oui, absolument. C'est souvent une question quand je raconte que voilà, je viens aussi du Canada. Ça pique la curiosité parce que finalement aussi en France, je crois que le Canada est très aimé. Je crois que le Canada jouit d'une très belle réputation et je comprends vraiment pourquoi. Donc, avec plaisir pour te parler de mon expérience de vie québécoise en fait, hein, puisque moi j'ai vécu à Montréal. Donc, je te raconte la petite histoire en fait. Je travaillais à l'époque à Paris avec mon conjoint. On vivait la belle vie, hein. On était jeunes professionnels, on avait un salaire, on aimait les boulots qu'on faisait, on profitait de Paris. C'était voilà les sorties culturelles et la fête entre copains. C'était vraiment des belles années. Et puis un moment est venu probablement la fermeture d'une page et on s'est dit tiens on est dû là pour passer à autre chose dans notre vie. Et là, on a eu l'élan, en tout cas, d'aller expérimenter nos vies à l'étranger. Et à cette époque-là, c'est plus vraiment le cas maintenant, mais à cette époque, c'était assez facile de partir à Montréal avec un permis de travail. Donc, on a emprunté cette voie-là et en se disant, voilà, on va voir. Donc, on a quitté nos CDI à Paris, on a rendu notre appartement et on est parti avec 2 valises de vêtements principalement, s'installer à Montréal. Et là, il a fallu tout rebâtir. On connaissait personne. La société est très différente. Je dirais le seul point qui nous rapproche presque, c'est la langue française. Et ça a été des années très, très challengeantes, en tout cas au début. Mais ce qui m'a bluffé, je dirais, dès les premiers instants de notre vie à Montréal, c'est la confiance que les gens vous accordent alors que vous venez enfin, de nulle part pour eux, quoi. Vous êtes un étranger qui débarque sur leur terre. Les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, peut-être qu'elles sont connues en France, mais au Canada, pas du tout. Donc, il faut vraiment à nouveau faire ses preuves, mais l'ouverture que je trouve que les Québécois ont sur les autres est très aidant. Et notamment, je trouve que c'est une société qui est très inclusive et très égalitaire. Donc, je dirais que, par exemple, moi qui ai expérimenté, je suis arrivée, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. J'étais une femme aussi. Et j'ai vraiment senti pour moi une libération dans ce que je pouvais expérimenter à Montréal, contrairement peut-être à ce que je pouvais expérimenter à Paris. Je pense que j'étais une jeune femme, en tout cas, qui avait de l'ambition et j'avais envie de plus quand j'étais à Paris. Je me sentais capable, en tout cas, de plus de responsabilités, etc. Et le discours que j'entendais, c'était probablement attends ton tour, ok? Fais les choses comme il faut, les unes après les autres, et puis peut-être que dans 10 ans, tu auras ce que tu souhaites. Mais moi, je le voulais tout de suite. Et c'est ça que j'ai eu quand je suis arrivée à Montréal. Et ça a été vraiment dans ma vie de femme quelque chose d'extraordinaire. Voilà en tout cas une partie de la réponse. Je pense aussi que c'est une société qui te fait confiance par les preuves. Ok. Tu as envie de faire ça? Bah vas-y, fais-le, prouve-le-moi que tu es capable de le faire. Mais on te laisse la possibilité, en tout cas, d'expérimenter. Et donc, si tu as finalement le goût de le faire et que tu y mets toute ton énergie, toutes tes compétences professionnelles et que tu y arrives, ben, les gens vont te dire bravo, félicitations. C'est super, ben on va te donner encore plus. Donc, c'est vraiment un terrain d'expérience professionnelle qui est, je trouve, décloisonnant. Tu vas pas rester dans les mêmes rails toute ta vie, de faire des déviations de carrière, mais c'est tellement naturel de retourner aux études à l'âge adulte, mais ça fait partie de la vie professionnelle. C'est normal de continuer à se former. Tout est organisé dans la société pour ça. Et d'ailleurs, si tu te formes pas à l'âge adulte, c'est quand même là un peu bizarre, quoi. Et que tu aies envie, voilà, d'essayer des choses, de faire des choses diverses et variées, c'est toujours très valorisé. Et puis, je te dirais aussi que c'est la société du renforcement positif. Alors, je sais que ça agace,
parfois, les Français qui disent: «Oh mais ils arrêtent pas de s'applaudir, de se faire des congratulations et cetera». Oui, mais en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une énergie extrêmement, valorisante et dynamisante et surtout, ça part du postulat de départ qu'on va d'abord regarder en équipe dans le monde du travail, quand tu as fait, la gestion d'un projet, quand tu as les résultats, et cetera. On va regarder tout ce qui a bien été, tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui a été réussi, tout l'investissement de chacun et cetera, avant de passer à qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce qui a moins bien été? Ou alors carrément pas du tout, c'est pas du tout bien passé, et cetera. Mais je trouve que toujours partir de ce postulat de départ qu'on peut reconnaître l'engagement, l'investissement de chacun, qu'il y a des choses qui se sont vraiment bien déroulées, c'est quand même, beaucoup plus valorisant en termes professionnels que de tout de suite attaquer, tout ce qui a mal été, parce que qu'est-ce que ça crée? Ça crée, une spirale descendante, quoi. On est démotivé, en fait, si on regarde que ce qui a été, tout croche, quoi. Donc voilà, donc moi je crois, que le renforcement positif, est quelque chose, de très motivant et mobilisant dans l'univers du travail. Je me rends compte que j'ai plus parlé peut-être de la société québécoise, mais tout ce que j'ai dit finalement, voilà, enfin, transparaît dans toute la société et dans le leadership et dans la vie professionnelle. Tu veux que je te donne une petite anecdote? Un truc qui m'avait, vraiment, bluffée et ça faisait vraiment plusieurs années que j'habitais à Montréal, mais c'est cette proximité que tu peux avoir avec n'importe qui. C'est une société qui est beaucoup moins hiérarchisée. Donc tu peux sans problème parler avec, des grands patrons ou grandes patronnes, d'entreprise, et un jour j'étais invitée à un gala et il y avait, le ministre de l'immigration, qui était là et puis il fait le tour un peu des tables, et il vient me serrer la main, il me demande un peu ce que je fais et à cette époque-là, j'avais pris une année sabbatique pour écrire un roman. Donc j'étais un peu dans une posture aussi, ben, tu sais, j'ai débarqué de la vie professionnelle pour, prendre une année sabbatique. Puis en fait, je lui ai dit ça. Je lui ai dit: «Bah, en fait, là, voilà, je suis en train d'écrire un roman». Je lui ai fait une petite, pause professionnelle. Puis il s'est arrêté et puis il m'a dit: «Mais c'est vraiment intéressant ça, c'est courageux. Racontez-moi de quoi il parle votre roman». Moi aussi j'écris, puis il m'a commencé à me parler de quoi lui ce qu'il écrivait, et cetera. Puis, tu sais, je me suis dit: «C'est vraiment incroyable que cette personne-là, dans un gala où il y a des milliers de personnes, ils prennent un temps pour, moi je suis lambda, hein, pour lui et ils prennent un temps, voilà, d'ouverture, de curiosité». Moi j'ai trouvé que c'était en tout cas un exemple révélateur peut-être, de la façon dont on voit, en fait les relations humaines tout simplement. J'ai adoré les partages que tu as fait parce que même si c'était dans un cadre plus large au niveau de la société, mais je pense que ça se transpire aussi dans les entreprises, le leadership, le management, etc. Et c'est un partage dont plusieurs personnes peuvent s'inspirer pour appliquer, du moins tenter de diffuser ce genre de choses dans leur quotidien professionnel. Donc, non, la réponse parfaite. Je peux rajouter aussi un point par rapport à ça parce que souvent on me demande de parler du Canada et puis ensuite, j'entends parfois des personnes qui me disent: «Ah ouais, mais en France on n'a pas tout ça. En France on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ci». Puis en fait j'ai envie de dire: «Mais en fait la France est un pays merveilleux. Regardez déjà tout ce que vous avez avant de dire: "On n'a pas ci, on n'a pas ça"». Et si toi tu as le souhait, tu as le goût d'avoir, quelque chose qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique, comment toi tu peux le faire vivre ici en France? Comment tu peux l'incarner? Comment tu peux en parler autour de toi? Comment est-ce qu'au quotidien, dans ta vie professionnelle, tu peux, finalement mettre en œuvre ce que tu penses qu'on n'a pas ici? Donc arrêtons la comparaison, regardons les richesses et la façon qu'on a de faire ici et puis dans notre leadership, à nous en tout cas de mettre aussi des petites graines de ce qu'on trouve qui manque et c'est comme ça qu'on se crée, je pense des sociétés qui sont apprenantes, qui sont mouvantes et qui évoluent. Action et actrice. Absolument. Voilà. Alors, avant de nous quitter, justement, en plus, tu as fait une petite allusion dans ton exemple cité avec le ministre de l'Immigration. Tu es aussi autrice de livres et de romans. Alors, si tu peux nous en parler, je sais pas du tout. Alors là, j'ai mal fait mon boulot. J'ai pas regardé. Je suis juste tombée dessus, mais j'ai pas regardé sur quel sujet c'était, etc. Est-ce que soit tu parles de ton activité d'autrice si c'est en lien avec le leadership ou l'affirmation de soi, etc. Ou alors est-ce qu'il y a un livre qui t'a vraiment marqué que tu aimerais conseiller à lire absolument aux personnes qui nous écoutent?
Oui, avec plaisir. Je veux bien, en tout cas, te partager un livre que j'adore offrir, hein. C'était la question aussi que tu m'avais posée. C'est quoi le livre éventuellement que tu offrirais à Tout tout le à monde? fait. C'est la question qui est écrite dans les notes Voilà. que je t'ai envoyées, mais que je n'ai pas du tout formulée comme ça, mais c'est exactement ça, la question, en Et fait. comme j'ai bien fait mon travail de préparation, Élodie, j'ai pensé à toi. Et en fait, parce que la réponse m'est venue très spontanément. Et si je pouvais partager ce livre-là avec tes auditeurs et auditrices, donc ce serait des livres de poésie de la poétesse Rupi Kaur. Ça s'écrit Kaur. C'est une Canadienne qui est née en Inde et elle écrit des poèmes qui sont magnifiques. C'est des poèmes très courts qui se dégustent vraiment facilement. Elle y parle des femmes, du corps des femmes, de l'émancipation des femmes, de la diversité, de l'amour. C'est très, très beau. Elle a écrit 3 recueils de poésie. Vous pouvez commencer par le premier. Il s'appelle Lait et miel. Et je trouve que c'est somptueux. Ça touche droit au cœur, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà, Rupi Kaur, Lait et miel. Allez-y, vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Ok, je vais les mettre dans les notes de l'épisode, du coup. Oui. Comme ça, les auditeurs n'auront plus qu'à cliquer sur le lien pour aller récupérer ça. Merci pour le partage. Hyper original et j'adore. Vraiment, au moins, ça permet de prendre du recul, je pense, sur pas mal de choses. Donc, merci pour la recommandation. Je vais aller zioter ça. Ouais, j'aime bien en fait parler aussi. J'ai hésité en fait au début à te donner des livres sur le leadership, mais après je me dis c'est assez accessible, c'est assez facile les livres sur leadership, hein. Tu vas sur Google, tu tapes leadership, tu as plein de choses qui sortent. Et je trouve que parfois de réfléchir le leadership avec la littérature, avec l'art, la culture, la poésie, le théâtre, c'est aussi des façons, je trouve, de nourrir son esprit. Et un esprit nourri, un esprit qui travaille, son esprit critique aussi, et probablement un esprit ouvert au monde et ouvert au leadership. Complètement d'accord là-dessus. Parfait. Merci pour la reco, je vais le noter. En dernière question, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Écoute, je ne crois pas. Je trouve qu'on a vraiment abordé beaucoup de choses lors de cette entrevue. J'avais pris une série, tu vois, de notes sur ce que j'avais envie éventuellement de te partager. Et j'ai l'impression qu'on a fait le tour, en tout cas, de tout ce que je pouvais... De ce beau sujet, de ce beau du sujet. leadership. Après, évidemment, on pourrait parler de 2 millions d'autres choses aussi autour du leadership. Mais je trouve que là, voilà, on a vraiment... si, en tout cas, moi, j'ai l'impression aussi d'avoir transmis les messages que j'aime transmettre dans la vision que moi j'ai de leadership. Donc, vraiment, Élodie, un immense merci pour cette entrevue. Je trouve qu'en fait, c'est un cadeau vraiment que tu m'as fait parce que ça me permet aussi de rassembler mes idées. Et je trouve que de s'offrir des moments où on rassemble ses idées pour avoir un discours, en tout cas que j'espère cohérent, clair, autour du leadership, c'est pas tous les jours. Donc, merci de m'avoir ouvert ton micro pour me permettre cet exercice et ce partage. Merci à toi, Delphine. J'ai adoré t'écouter. T'as dû le voir à un moment donné. Je me suis même reculée dans le fauteuil en mode j'écoute, je suis spectatrice et t'étais tellement passionnée par ce que tu disais que je suis sûre que chaque personne a su retenir au moins une phrase, une idée, un concept. Action et actrice, on va dire. On va clôturer sur ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui veulent te suivre sur les réseaux, te contacter, etc. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver, je dirais, surtout sur LinkedIn, donc mon profil, Delphine Follier. J'y publie très, très régulièrement, toutes les semaines, des choses autour du leadership, de la confiance en soi, de la communication, de l'intelligence émotionnelle. On peut aussi me suivre sur Instagram. Ces temps-ci, je suis un peu moins présente parce que débordée aussi par plein d'activités, mais mon compte Instagram est quand même nourri. Et puis aussi, regardez le site de l'École du leadership, www.l'écoleduleadership.fr. Ça peut être aussi une façon de comprendre ce que je fais et qui je suis. Voilà. Bon, je mettrai les liens aussi forcément dans les notes de l'épisode, bien évidemment, pour les personnes qui veulent te retrouver. Merci à toi, Delphine. C'était super. Et je suis sûre que tu feras peut-être un retour sur le podcast dans quelques mois parce que l'intelligence émotionnelle, tout ça, je suis sûre qu'il y a plein de choses à raconter là-dessus. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. À bientôt, Élodie. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.